Imaginons la scène juste une seconde. Un homme, sous surveillance militaire stricte, enfermé dans une chambre d'hôpital, avec des caméras qui tournent 24 heures sur 24. Ouais, aucune zone d'ombre possible. Voilà. Il n'a aucun accès à l'eau, aucun accès à la nourriture, pas même pour se laver. Les jours passent, et selon les rapports médicaux officiels indiens, rien ne se passe. Ses organes ne lâchent pas, son métabolisme ne s'effondre pas. C'est littéralement le mur absolu de l'inconnu scientifique, une anomalie qui force à reconsidérer tout ce qu'on croit savoir sur la mécanique humaine. Exactement. Et c'est en plein le cœur battant du dossier qu'on ouvre aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. J'allonge que je suis hyper enthousiaste pour ce sujet. Carrément, c'est un dossier lourd et fascinant aujourd'hui. On a récemment ajouté quelques sources à ce dossier. L'idée de base, c'est cette notion d'être hybride. On est parfois des mangeurs, parfois des jeûneurs, parfois les deux, avec différentes intensités. On a des notes personnelles incroyables d'un praticien, Patrick, mais aussi des extraits du documentaire Lumière de Peter Arthur Strobinger et des réflexions sur les champs morphogénétiques. Un sacré programme. Oui, et la mission de cette exploration est double. D'abord, je voudrais revenir sur quelques approximations qu'on a pu faire dans nos réflexions précédentes et rectifier certaines vérités. Et ensuite, analyser comment la science, la biologie et la conscience s'entremêlent autour de cette notion de nourriture, qu'elle soit matérielle ou lumineuse. Mais avant de plonger là-dedans, je pense qu'il est primordial de poser un cadre strict. Les documents qu'on va éplucher abordent des concepts extrêmes. On parle de jeûne prolongé, on parle d'inédit, c'est-à-dire le fait de vivre sans nourriture et parfois sans eau. Oui, c'est pas rien. Notre objectif ici n'est absolument pas de prendre parti, on ne valide pas ça médicalement et on ne recommande surtout pas ces pratiques à ceux qui nous écoutent. C'est une analyse impartiale. On regarde simplement ce que ces témoignages et ces études cliniques disent de la conscience humaine et des limites de notre biologie selon ces sources précises. Le décor est planté, c'est très clair. Alors, on commence tout de suite par la première rectification essentielle tirée des notes du praticien. Ça concerne l'harmonisation OM-RAM. Ah oui, le fameux protocole. C'est ça. En lisant tout ça, on pourrait croire que pour pratiquer cette harmonisation, il faut être dans un état de jeûne drastique ou un état modifié vis-à-vis de la nourriture. Mais en fait, pas du tout. Non, absolument pas. L'auteur insiste bien là-dessus. Aucune privation n'est requise. C'est un outil universel. Ce protocole est applicable par tous, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même si on vient de manger un gros repas, on peut le faire. Tout à fait. Le document décrit ce processus non pas comme une contrainte physique, mais comme une posture mentale. C'est un état de lâcher-prise total, sans intervention de l'ego. Le praticien utilise 7 couleurs, qui correspondent au chakra, pour canaliser ce qu'il appelle des potentiels d'harmonie. Ok, décortiquons un peu ça. Parce que, biologiquement parlant, projeter des couleurs sur de l'eau ou de la nourriture, ça peut sembler un peu magique, non? Ça y ressemble, oui. Mais l'auteur base sa réflexion sur la théorie des biophotons. C'est l'idée que toute matière organique émet une signature lumineuse. Le problème, c'est que les procédés de fabrication industrielle corrompent cette énergie. L'aliment perd sa cohérence. Donc le but d'OMRAM, c'est de redonner vie à l'aliment, en quelque sorte. Exactement. D'effacer la mémoire de ce traumatisme industriel pour que l'eau de l'aliment retrouve une fréquence compatible avec notre corps. C'est un peu comme accorder un instrument de musique, en fait. On n'a pas besoin de démonter un piano ou d'arrêter de jouer pendant un mois pour réaccorder ces cordes-là pour la bonne fréquence. Voilà, c'est une excellente analogie. Mais du coup, ça soulève une question. Si ce n'est pas nécessaire de jeûner, pourquoi l'auteur des notes a-t-il lié cette découverte à une expérience de jeûne extrême en montagne? C'est là que ça devient intéressant. Si l'outil OMRAM s'utilise au quotidien, sa découverte par Patrick est le fruit d'une ascèse extrême. Le jeûne a été l'outil qui a nettoyé ses perceptions pour lui permettre de comprendre ça. Et on parle d'une expérience fondatrice en 95 dans l'Ariège, près du Mont Calme. Oui, un jeûne en solitaire. L'anecdote est poignante. Il est au 5e jour sans nourriture, il s'égare. La nuit tombe, il est épuisé. Et là, assis sur une souche, il lâche totalement prise. Il demande de l'aide. Et le texte décrit une sensation physique dingue. Il sent des mains invisibles le faire pivoter pour forcer son regard vers une marque du sentier GR10. C'est le moment de bascule où sa croyance intellectuelle se transforme en une foi vécue. Mais physiologiquement, il se passe quoi au 5e jour pour avoir cette clarté ou ces fulgurances? Biologiquement, c'est un basculement métabolique profond. Les notes parlent d'une véritable alchimie. En temps normal, on brûle du glucose. L'auteur compare ça au fait de brûler du plomb ou du charbon. C'est lourd, ça génère des toxines.
le bruit électromagnétique de la digestion. C'est ça. Mais au 5e jour de jeûne, le glucose est épuisé, le corps bascule sur les corps cétoniques. Les cétones, c'est décrit comme une quintessence, un feu liquide, ça nettoie le bruit de fond et l'ADN pourrait alors fonctionner comme un laser cohérent, captant les biophotons de manière optimale. D'accord. Mais je veux vraiment insister sur une précision hyper importante du dossier. L'auteur raconte qu'en 2011, il a entrepris une distanciation face à la nourriture matière de 60 jours, ce qui l'a mené à une extase permanente. Oui. Mais attention, ça ne sort pas de nulle part. Cette démarche de 60 jours a été initiée et inspirée par une pratique de plus de 10 ans. 10 ans à faire des jeûnes de 7 jours, 2 ou 3 fois par an. Exactement. Ce n'est qu'en 2010 qu'il a commencé à sentir des modifications au niveau de ses symptômes et de ses ressentis. C'est son organisme qui lui a démontré que son métabolisme avait changé, ce qui l'a poussé à tenter plus long. C'est l'analogie du marathon. C'est tellement parlant. De la même manière qu'on ne va pas conseiller à une personne qui n'a jamais couru d'aller s'aligner sur un marathon, l'auteur déconseille fortement d'entreprendre un jeûne de 2 mois sans expérience. C'est même dangereux. Carrément dangereux. Il dit qu'il ne faut pas le faire sans y être véritablement invité par son organisme. Il faut une preuve métabolique au préalable. Et cette transformation radicale du métabolisme, c'est la transition parfaite vers la suite de notre dossier. Parce que si certains repoussent les limites sur 60 jours, d'autres semblent s'être affranchis de la nourriture pour de bon. C'est ce qu'on voit dans le documentaire Lumière. Ah oui, ce documentaire regorge d'extraits et de témoignages de scientifiques qui donnent le vertige. J'ai ajouté dans les sources l'histoire de Nicolas de Flue, par exemple. Le fameux dignitaire suisse du XVe siècle. Exactement. L'histoire raconte que les 20 dernières années de sa vie, il ne mangeait plus et ne buvait plus, car touché par la grâce. On pourrait se dire, bon, c'est le XVe siècle, c'est une légende. Mais le documentaire de Ströbinger observe ces phénomènes de nos jours dans des cliniques d'embus. Absolument. Il a rassemblé des cas cliniques extrêmes. Prenons l'exemple de Michael Werner, un chimiste suisse. Il accepte de se faire enfermer et observer à Berne pendant 10 jours, sans manger. Et le résultat? Au bout de 10 jours, il ne perd que 2 kilos. Mais le plus troublant, c'est son analyse sanguine. La courbe de ses cétones reste étrangement plate. Attends, une courbe plate? S'il ne mange pas, son corps devrait cannibaliser ses graisses et les cétones devraient exploser, non? C'est toute la logique médicale, oui. Mais là, ça ne se produit pas. D'où vient son énergie? C'est le mystère. Et il y a aussi cette femme russe, Zinaïda Baranova. Oui, un cas encore plus déroutant. Elle affirme vivre sans nourriture ni eau. Mais le truc, c'est qu'elle est en surpoids. Ce qui casse complètement l'image de l'ascète décharné. Totalement. Et les médecins russes l'ont examinée avec l'effet Kirlien. Et je t'arrête 2 secondes. Pour ceux qui nous écoutent, l'effet Kirlien, scientifiquement, c'est quoi? C'est une technique de photographie d'une décharge coronale. En gros, on soumet le corps à un champ électrique haute fréquence et ça permet de photographier le champ bioélectrique ou énergétique de la personne. L'aura, en quelque sorte. Voilà. Et chez une personne affamée, ce champ devrait être faible, mourant. Or, chez Zinaïda, ils ont constaté un champ électrique absolument parfait, équivalent à celui d'un champion de décathlon. Son corps semblait baigné dans une énergie inépuisable. C'est fou ça. Mais ça nous ramène à Prahlad-Jeni, le yogi indien de 78 ans que j'ai mentionné au tout début. Le cas sous haute surveillance militaire. Voilà, sans nourriture ni eau depuis l'âge de 7 ans. Et là, l'anomalie est carrément visible sur les scanners. L'urine arrive dans sa vessie et au lieu d'être évacuée, elle est réabsorbée par les parois de la vessie. Biologiquement, c'est censé être mortel en quelques heures. C'est du poison. Mais au lieu de mourir d'un empoisonnement du sang, les médecins découvrent qu'il a les vaisseaux sanguins cérébraux d'un jeune homme de 25 ans. C'est un miracle métabolique. Et le documentaire met ça en parallèle avec les effets de l'abondance alimentaire. Il y a cette étude fascinante sur les singes, les macaques. Ah oui, l'expérience de la restriction calorique. Il montre 2 singes. L'un, à 33 ans, il est nourri de manière frugale, très restreinte. L'autre, à 30 ans, donc un peu plus jeune, mais nourri avec une abondance de type occidental. La différence est flagrante, je suppose. Le singe de 33 ans paraît jeune, vif, avec un regard alerte. Celui de 30 ans est amorphe, ralenti, visiblement vieilli par la digestion de cette abondance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on met ça face au cas de Werner, Baranova ou Jani, comment la communauté scientifique réagit-elle face à ces anomalies flagrantes? Selon les sources, c'est le dogme du matérialisme qui prend le dessus. La science classique a tendance à ignorer ou rejeter ce qui ne rentre pas dans ses modèles thermodynamiques. Par exemple, l'étude menée à Prague sur Michael Werner dont on a parlé n'a jamais été publiée.
C'est comme s'il mettait la poussière sous le tapis. C'est souvent ça. Si ça contredit la biologie mécaniste, ça n'existe pas. Alors, si la biologie mécaniste bloque sur le comment, les sources de notre dossier proposent une autre explication. Et c'est vertigineux. La réponse ne serait pas dans la biologie, mais dans la conscience. Oui, l'auteur nourrit cette conviction forte en revoyant les extraits du documentaire. La capacité à transformer notre métabolisme pour puiser l'énergie de la lumière, le prana, serait directement liée à la conscience. La conscience, c'est littéralement la porte de tous les possibles. C'est le grand pouvoir de l'intention et du conditionnement. L'effet placebo nous montre déjà que nos croyances modèlent notre biologie. Si l'on reste enfermé dans des schémas d'apprentissage, des programmations et des croyances frauduleuses, rien ne peut changer. Exactement. Si la conscience se ferme à toute autre possibilité, sans même étudier ou expérimenter le sujet, il y a très peu de chances que le corps suive. Il y a cette phrase dans les notes qui dit, je ne sais plus de qui c'est d'ailleurs, mais « Si vous voulez que des choses changent dans votre vie, changez des choses dans votre vie ». C'est frappant de simplicité, mais tellement vrai. Et ça nous amène à cette fameuse entrevue sur les champs morphogénétiques du biologiste Rupert Sheldrake. L'auteur du dossier explique que l'écoute de ses travaux lui ouvre un espoir immense. Les champs morphogénétiques, c'est une théorie révolutionnaire. Sheldrake postule que les comportements et les formes ne sont pas seulement génétiques, mais dictés par un champ d'information invisible, une sorte de base de données collective. Oui, l'expérience des rats dans le labyrinthe, c'est le meilleur exemple pour comprendre ça. Absolument. Des chercheurs apprennent à des rats à sortir d'un labyrinthe complexe. Au début, c'est lent. Mais une fois qu'un groupe a trouvé la solution, les rats du monde entier, sans aucun contact avec les premiers, trouvent la solution beaucoup plus rapidement. C'est dingue. Comme si télécharger la réponse via ce champ de comportement. C'est l'idée du champ morphique, oui. Et le dossier mentionne aussi cette expérience hallucinante à Princeton, avec de simples poussins. Ah oui, la micropsychokinèse. On prend un robot qui se déplace de façon purement aléatoire. Ensuite, on conditionne des poussins à considérer ce robot comme leur mère. Donc ils veulent s'en approcher. Exactement. On place les poussins près de la reine du robot. Et là, l'aléatoire s'effondre. Le robot finit par graviter presque uniquement du côté des poussins. L'intention pure de ces petits poussins a attiré le robot vers eux. La conscience influence la matière de manière quantifiable. Voilà. Et l'espoir immense dont parle l'auteur dans ses notes, c'est que ces éclaireurs courageux comme Prahlad Jani, Michael Werner ou même ceux qui pratiquent l'harmonisation de l'eau, ils nourrissent leur conscience avec des paradigmes nouveaux et transcendants. En expérimentant pour eux-mêmes, ils modifient ce champ morphogénétique humain. Ils ouvrent les portes pour les autres, ou du moins, ils les entr'ouvrent pour que le reste de l'humanité fasse son chemin. C'est une vision incroyablement optimiste du potentiel humain. C'est magnifique. Alors, si on résume l'immense voyage qu'on a fait aujourd'hui, on est parti de la simplicité hyper accessible de l'harmonisation OM-RAM, sans aucune privation, pour arriver aux limites insoupçonnées de la biologie face aux jeunes. Et on a terminé sur le pouvoir modélisateur de la conscience sur la matière elle-même. C'est ça. Le but de tout ça, c'est de montrer à tous ceux qui écoutent que notre corps et notre esprit recèlent des mystères qui défient complètement nos modèles actuels. Mais on ne va pas se quitter sans une dernière pensée un peu provocatrice. Une pépite conceptuelle tirée des travaux de Sheldrake qu'on a gardée pour la fin. Ah oui, le clou du spectacle. Vas-y. Puisqu'on parle de conscience, de champ d'information et de se nourrir de lumière, Sheldrake pousse son hypothèse à l'échelle cosmique. Il observe que notre cerveau contient des milliards de neurones interconnectés. Et il compare ça à notre galaxie qui contient des milliards d'étoiles interconnectées par des champs électromagnétiques et gravitationnels. Le réseau neuronal cosmique. Et si le Soleil lui-même était conscient? Si notre propre conscience peut interagir avec notre corps pour capter la lumière, que se passe-t-il exactement quand on se laisse baigner par les rayons d'une étoile qui, peut-être, possède sa propre forme de conscience? Quel vertige! Recevoir la lumière du soleil, ce ne serait plus juste une question de vitamine D ou de chaleur, mais une transmission d'informations. Une connexion directe avec une conscience stellaire. Franchement, voilà de quoi méditer sérieusement la prochaine fois qu'on regardera le ciel. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur, et à la prochaine pour repousser encore les limites de ce qu'on croyait savoir.